merci à tous d'être venus aussi nombreux, pour ceux de Moorea et ceux de Purapura qui sont de passage. Merci bien sûr à tout le monde. Donc je me présente, je suis Frédéric Torrente, je suis anthropologue et je suis un peu de nouveau ému ce soir d'être là parce que j'ai travaillé quelques années donc, au sein du CRIOB. Je suis heureux quand même de revenir depuis un long moment maintenant. Je suis chercheur rattaché à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, donc de l'université, et je suis plutôt consultant. Je travaille un peu pour le ministère de la Culture et la Culture, enfin en tout cas l'ancien gouvernement. Voilà. J'enseigne également à l'Université de la Polynésie et puis à l'ICEP, je ne sais pas si vous connaissez, l'Université catholique à la Mission, et puis l'école des sages-femmes, etc. Enfin voilà. Donc du coup, j'avais envie de vous parler ce soir de quelque chose qui est important aujourd'hui, important non seulement pour les habitants de la Polynésie, mais aussi important pour les chercheurs en biologie, etc., qui donc travaillent sur l'environnement, les environnements, je dirais, parce que justement, il y a une notion qui est, on n'en parle pas trop, ce fait de ces représentations polynésiennes de l'environnement, que ce soit polynésiennes ou d'ailleurs toutes les sociétés du monde entier qui sont des sociétés traditionnelles. Vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout le même concept de la nature, et surtout d'ailleurs, la nature n'existe pas pour les Polynésiens, puisqu'il a fallu inventer le terme Napura. Les gens sont la nature, ils sont dans leur environnement. D'accord ? Donc on va s'efforcer ce soir d'essayer de passer en revue les concepts justement qui vont nous mener du visible à l'invisible. C'est des choses qu'il ne fallait pas trop parler il y a quelques années, parce que toutes les églises étaient assez prudentes là-dessus. Puis depuis quelques temps là, effectivement, les gens parlent plus facilement, et même les églises, notamment l'église protestante, s'ouvrent à tout ça. Donc on peut enfin parler de ces choses-là, même si vous allez voir qu'il y a encore des choses qui sont tabous, qui sont un petit peu fermées. Alors pourquoi parler de l'invisible ? Eh bien, il y a donc cette perception polynésienne des milieux naturels. Alors la nature, ça n'existe pas donc pour les Polynésiens, mais effectivement, cette perception spéciale dont on va voir les détails juste après. Également, aujourd'hui, il est important de considérer que quand on regarde un environnement comme cet environnement magnifique qu'il y a là, cette vallée qui est aujourd'hui vide d'hommes, eh bien, on a effectivement des choses que l'on voit, la montagne, on voit la végétation, on voit les oiseaux, etc. Mais il y a tout un tas de choses que les gens d'ici voient encore, ou perçoivent, qui sont tout à fait dans le monde invisible, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde pré-chrétien avant. Ces milieux sont partagés avec des endroits qui étaient sacrés autrefois, et ici on est particulièrement bien lotis puisque la grande vallée de Opunohu était très importante autrefois, et vous avez à peu près 500 sites archéologiques ici qui ont été recensés depuis 30 ans maintenant. Du coup, il y a des sites sacrés, il y a des sites où on peut accéder beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, ces lieux-là sont protégés, ils sont classés, mais partout en Polynésie, dans toutes les îles, il y a énormément de sites sacrés qui ne sont pas protégés et où on risque de faire n'importe quoi. Et tous les jours, eh bien, par la modernité, par les constructions, eh bien, on va menacer ces lieux tabous dont on va voir après le détail. Également, on va parler un petit peu dans ce qui concerne l'invisible pour attaquer ce sujet-là. Il fait l'objet d'un projet que l'on a donc avec le collège-lycée de Purapura au début, puis après maintenant avec Punaauia, justement pour un projet éducatif pour faire redécouvrir donc, aux jeunes, aux enfants, leurs ancêtres totémiques. Donc on sait tous que les animaux marchent très bien pour les enfants, c'est une bonne attaque pour l'éducation, un bon support. Et du coup, à travers ces animaux qui sont des animaux protecteurs, que l'on va voir tout à l'heure, eh bien, les enfants ont loisir donc, de retrouver, d'enquêter parmi leurs familles pour essayer de retrouver
leur ancêtre, leur animal protecteur de famille. C'est un sujet qui parfois est difficile à aborder pour certaines familles encore, on va le voir. Donc, alors, vous pourrez poser bien sûr tout un tas de questions à la fin, hein. Je vais essayer d'être le plus schématique possible. Pourquoi? Pour parler déjà des représentations ancestrales des Polynésiens, donc de la cosmologie, de la façon dont on voit l'univers, et également des éléments de la religion ancienne qui sont tout à fait importants pour comprendre l'environnement aujourd'hui et pour comprendre les réactions des gens encore aujourd'hui, les Polynésiens notamment. Autrefois, il existe une espèce de continuité, un continuum donc vertical entre le ciel, enfin les cieux plutôt, parce qu'il y a plusieurs cieux qui sont stratifiés, la terre et puis les profondeurs marines. Il y a un continuum vertical et tout est extrêmement lié de façon généalogique. Du coup, vous avez les dieux tout en haut, donc qui occupent différents cieux étagés. Et puis vous avez les éléments naturels, donc des environnements visibles et invisibles, j'insiste. Hein. Vous avez des cieux que l'on voit à l'œil nu, donc ça c'est le monde du dieu Athéa par exemple. Et après vous avez toutes les espèces, donc les phénomènes naturels, cosmiques bien sûr, les espèces vivantes. Les humains sont une petite partie d'un tout. Hein. Et après en dessous vous avez les ancêtres, ces ancêtres qui vont être sédimentés. Et plus on va vers le bas, plus on va vers les origines. Et au fond de ce tourbillon, puisque c'est un tourbillon espace-temps, eh bien, vous avez donc le monde des origines qui est tout à fait au fond, dans le noir le plus absolu. Ça, c'est très important, cette philosophie polynésienne de la lumière. Hein. Du coup, justement, en parlant de lumière, eh bien, vous avez cette bipartition du monde polynésien que l'on appelle le Po et le Ao. Ces deux mondes qui sont bien sûr interpénétrés, puisque ici on est dans cette salle où il y a un peu de lumière, mais sous vos sacs, dans le noir, vous avez un peu de peau, il y a du noir, de l'obscurité. Du coup, vous avez le Ao et le Po qui est intimement liés. Hein. Ce Po, c'est le monde des origines d'abord, et c'est bien sûr ce monde de l'invisible, donc qui entoure le monde du visible. Et c'est le monde des morts, des esprits, et aujourd'hui, bien sûr, on traduit Po par la nuit, l'obscurité. Mais c'est aussi, bien sûr, le monde des dieux. Hein. Le Po est partout, que ce soit dans le ciel, dans les profondeurs marines, un peu partout. De l'autre côté, vous avez donc ce Ao, ce monde du visible, des humains, donc qui est le monde du jour et surtout de la lumière solaire. Ça, c'est capital. D'ailleurs, c'est le soleil. On dit toujours les Polynésiens ont navigué aux étoiles. Mais déjà, d'abord, il faut commencer par le début. Ils ont navigué avec la course du soleil, aller d'ouest en est pour peupler l'ensemble du Pacifique. Hein. Donc du coup, c'est intéressant de voir que cette philosophie de la lumière solaire est le début de la vie. On ne peut pas se passer de soleil, sinon il n'y a qu'à voir quand il y a autrefois une éclipse solaire. Bon, vous avez lu Tintin sûrement, hein, donc Tintin au Pérou, mais c'est partout pareil. Dans toutes les sociétés, si le soleil est caché par une éclipse, eh bien, c'est vu comme la fin du monde. La lumière solaire est extrêmement importante. Et encore bien sûr aujourd'hui. Le Ao, Te Aonei, c'est ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, nous les vivants, mais donc on vit donc dans ce monde-là, entouré, ça c'est après une histoire de conviction, enfin de croyance bien sûr, on est entouré d'entités qui circulent autour de nous. Hein. Bon, ça c'est ce que pensaient autrefois les gens, et puis ce que pensent encore parfois les gens en plus de la religion chrétienne. Donc justement, qu'est-ce qui circule autour de nous? Eh bien, autrefois, avant la christianisation, vous avez plusieurs entités surnaturelles, spirituelles, donc que l'on peut appeler d'abord en premier les dieux. Donc c'est Atua, donc il faut bien comprendre que ce sont des divinités qui n'ont jamais eu d'existence terrestre, donc c'est des concepts, hein, comme par exemple le dieu Taaroa, qui est un dieu créateur ici aux îles de la Société. Mais vous avez une multitude de dieux, énormément, hein, qui étaient vus comme donc, des ensembles, des Nu'umatua, donc ces ensembles qui vivaient un peu à l'image des humains. Deuxième catégorie importante, c'est ce qu'on appelle les Aitu ou Maitu, c'est-à-dire ce sont des ancêtres qui ont existé sur Terre, mais qui ont été divinisés par la suite, parce qu'ils ont commis des actes très importants ou gagné des guerres, etc.
Ces ancêtres sont déifiés, c'était souvent des grands voyageurs. Et vous avez par exemple le Hiro des îles sous le vent, qui est un Atua certes, mais c'est surtout un Aitu, c'est-à-dire que c'est un ancêtre divinisé. Hein. Donc il a eu, lui, une existence terrestre avec des navigations, etc. Ensuite, bon, évidemment, ces choses-là, aujourd'hui, ont disparu avec la religion chrétienne, mais bien sûr, ces ancêtres existent encore dans la tête des gens, et ils ont laissé des signes un peu partout, dans toutes les îles des Tapao, donc ils ont laissé leurs traces, que ce soit dans les montagnes ou sur la mer. Autre catégorie qui nous intéresse plus aujourd'hui, ce sont les Tupua, le Tipua, Tupua. Bien, bref, ce sont des formes émergées dans le monde de la lumière. Ce sont des esprits qui ont un peu émergé, mais à moitié, ils ne sont pas encore achevés. Donc ce sont des entités spirituelles autonomes, et surtout, ce sont les esprits qui animent la nature. Vous avez par exemple tel corail, hein, il y en a même derrière vous là, qui sont en train de pousser dans les bassins. Eh bien, pour les Polynésiens d'autrefois, le corail ne va jamais pousser sans la divinité qui fait pousser le corail à l'intérieur. Hein, donc c'est la divinité Kana. Hein. Et tout est comme ça. Les plantes, elles ne vont pousser que parce qu'il y a le dieu Ro'o qui va faire pousser les plantes, etc. Hein, d'accord ? Voilà comment on pense autrefois. Et ces esprits-là de la nature vont animer ce qu'on appelle l'environnement. Et enfin, donc, il y a la catégorie des Oromatua, ou Aumakua à Hawaï, qui sont finalement donc, ce que l'on va analyser tout à l'heure, ces esprits ancestraux qui vont se manifester parmi nous, chez les vivants, donc du coup, pour soit annoncer quelque chose, soit pour nuire ou protéger quelqu'un. Chose importante également pour comprendre la religion ancienne et surtout ce qui perdure encore aujourd'hui à travers le christianisme, eh bien c'est ce principe d'incarnation. Les dieux polynésiens, ils vont investir leur image uniquement le temps du rite, hein, le temps de la cérémonie. Sur les marae, par exemple, il y en a plein là-haut, hein, sur les marae, les dieux vont assister à la cérémonie, ils vont être convoqués comme les hommes, comme les ancêtres, etc., sur leur effigie divine, mais qu'ils vont incarner uniquement le temps de la cérémonie. Les animaux également sont censés investir l'esprit ancestral, donc au moment de la manifestation matérielle, l'esprit va rentrer dans l'animal. Et donc, quand on dit que les Polynésiens sont fétichistes, eh bien, c'est entièrement faux, évidemment. Ce n'est pas des fétiches, ils n'adorent pas les objets, mais évidemment, l'objet n'est pas un problème, c'est surtout ce qui va rentrer dedans le temps du rite. Hein. D'accord ? C'est vraiment le plus important dans la religion ancienne. Donc, les tikis, pour faire court, les tikis, ce n'est pas des dieux, hein, les tikis, c'est uniquement des réceptacles des ancêtres hein, qui vont rentrer dans le ti'i pour justement protéger et dire que là, c'est un espace tapu. Hein. Voilà, donc du coup, vous avez aussi une autre forme importante, c'est ce qu'on appelle le hata. Alors, c'est pas hata sourire, hein, c'est hata, la manifestation visible d'une divinité. Par exemple, vous avez l'oiseau, la frégate qui est là. Enfin, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. La frégate, donc, c'est l'incarnation du dieu Oro. Hein. Voilà, donc c'est effectivement ce qu'on appelle le hata. Également, pour comprendre la religion ancienne, mais aussi tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme concept, notamment pour le rahui, eh bien, c'est cette loi autrefois intransigeante du tapu. Le tapu, c'est quoi ? C'est un interdit à caractère sacré, c'est à la fois sacré et interdit. Et ce système, autrefois, il est respecté, un petit peu comme les Gaulois qui avaient peur que le ciel tombe sur la tête. Hein. Eh bien, c'est pareil, le système est basé sur la peur d'une sanction surnaturelle. Du coup, les tapous vont être respectés. Et d'ailleurs, quand on parle de tapous, ici, on est encore dans un lieu historique, puisqu'on est juste à côté de Papetoai, là-bas. Et c'est donc à Papetoai qu'a été installé le premier temple chrétien du Pacifique, pas de la Polynésie. La première mission protestante a été installée ici, donc à Papetoai, sur le marais Taputapuatea qui a été détruit. Et du coup, ce lieu-là est extrêmement symbolique.
Et il a été, donc le premier temple a été octogonal, donc à 8 facettes, pour respecter la philosophie, le principe de Moréa, de cette pieuvre qui a 8 tentacules, et la tête de la pieuvre d'ailleurs est toujours là, cachée derrière dans le mont Rotui. Hein, voilà. Donc pour dire que ces concepts sont très importants, et le tapu, donc cette loi du tapu, elle est respectée, parce que si on transgresse un tapu autrefois, on en meurt directement. Bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Alors, il y a deux choses. Il y a soit des personnages tapus, c'est par exemple un personnage sacré, comme un chef, un prêtre, un taura, c'est-à-dire l'équivalent des sorciers, mais ils n'ont pas de balai. Hein. Et vous avez, de l'autre côté, quelqu'un de tapu qui peut être aussi une personne impure, c'est-à-dire un mourant ou un mort, qui est donc complètement impur, il faut éviter son contact, le mettre dans un faré spécial. Une femme en période menstruelle, hein, ne vous énervez pas, en période menstruelle, c'est-à-dire que la menstruation, mais ça c'est dans toutes les sociétés du monde entier, hein, donc est le tapu le plus puissant, et donc du coup entraîne des règles très intransigeantes, notamment des interdits de contact avec les aliments. Hein. Également, les femmes enceintes sont tapous dans le sens impur parce que justement elles risquent contaminer, si on veut, le reste du village. Surtout, la menstruation a la propriété, est censée détruire tout processus de croissance en cours. Donc du coup, si une personne avec ces règles va accueillir un tiare Tahiti, le buisson est censé crever. Hein, voilà. Bon, ça, c'est des règles qui sont ici, mais qui sont partout dans le monde entier, en Afrique, en Asie, etc. Donc du coup, il y a un interdit de contact pour ces personnages qui sont tapous. Les lieux tapous, eh bien, ce sont des lieux sacrés, vous en avez plein ici, dans cette vallée au-dessus. Donc il y a une enceinte sacrée donc, qui est délimitée, ou alors ce sont des lieux qui sont impurs, comme par exemple des sépultures ou des endroits où on met les mourants. Hein. Du coup, eh bien, il faut un isolement spatial, donc l'accès à ces trucs-là, on n'a pas attendu le Covid, hein, ici, les Polynésiens connaissaient ces règles d'isolement et l'accès était contrôlé. Et quand vous voyez un site qui est tapou, eh bien, il y a des signes pour bien indiquer que ce lieu est interdit aux gens du commun. C'est-à-dire que vous avez soit des tikis, donc des ti'i à Tahiti, hein, qui donc sont des marqueurs du tapu qui vont dire attention, si vous transgressez la loi, je vais vous dévorer. Et puis après, vous avez des signes à poser, donc comme des poteaux, des pots comme ça, ou des sculptures qui vont dire que l'endroit est tapu. Donc autrefois, les tikis, si vous en trouvez de temps en temps dans vos jardins, en creusant, eh bien c'est normal de trouver des petits tikis parce qu'ils servaient aussi, c'était des pierres de fertilité pour donc protéger les plantations et donc délimiter les plantations. Du coup, eh bien, le fait de respecter les tapus, autrefois, maintenait l'ordre socio-religieux. Hein. C'était la norme, il n'y avait pas de gendarmes autrefois. Hein. Et également, quand les tapus sont effondrés à l'évangélisation, eh bien là aussi, on est juste à côté de la scène la pire, qui était inconcevable à l'époque. Vous avez le Ari'i Pomare II, qui a été converti au christianisme, qui a décidé, devant tout le monde, avec les missionnaires, pour les impressionner peut-être parce qu'ils voulaient être baptisés, il a dit, aujourd'hui, on va manger la tortue sans respecter les rites. La tortue, le sacrifice de tortue est un rite sacré, et donc du coup, tout le monde, tous les prêtres, toute la population de Papetoai s'attendait à voir Pomare, mais alors mourir sur le champ. Et puis, il a mangé la tortue sans cérémonie, et mais il n'est pas tombé par terre, donc du coup, ça a commencé à tiquer. Hein, voilà. Bon, c'est un exemple pour dire que les tapus se sont peu à peu effondrés, et c'est le début de la catastrophe pour la religion ancienne, puisque les règles anciennes ne vont plus être respectées. Ces lieux tapus, c'est d'abord les marais, donc vous connaissez donc, ces sanctuaires. Il y a des lieux de séparation du tapu et du noix, donc du sacré et du profane. Vous avez des motus aussi qui sont interdits d'accès, on ne peut pas y pénétrer parce que ce sont les prêtres qui s'y retirent. Ces marais sont toujours des lieux de communication entre le visible et l'invisible.
Et lors de la cérémonie, vous avez tout le monde qui est là, les dieux, les ancêtres, les animaux totémiques qui vont sur leur ounou, c'est des poteaux en bois, et bien sûr les vivants en fonction de leur rang qui sont donc placés pendant la cérémonie. Les rites sont toujours conduits par un expert qui est toujours un aîné, donc une personne de haut rang. Il n'y a pas de femme dans la prêtrise, bon ça c'est partout dans le monde, mais par contre, dès que les femmes passent au statut de ménopausée, là, elles récupèrent des fonctions religieuses. Bon, c'est pas sur les marais, mais elles ont d'autres fonctions religieuses ailleurs. Également, vous avez des taura qui sont des sortes de chamans qui vont être, eux, isolés, qui sont, possédés par ils sont investis par les dieux ou les esprits ancestraux et ils vont parler à leur place. Donc, c'est des chamans et donc ils vont régler tous les problèmes, notamment de maladies et de sorcellerie. Alors, parlons maintenant des espaces et des espèces. Donc, pour dire que sur les îles Hautes, en Polynésie, vous avez, d'ailleurs, c'est aujourd'hui une grande incompréhension par rapport à l'administration française ou mondiale. On sépare aujourd'hui les administrations pour la terre et la mer ou la montagne, mais autrefois, eh bien, les chefferies s'étendaient depuis le sommet des montagnes jusqu'au-delà du récif. Il y avait une continuité qui était insécable, on ne pouvait pas séparer les choses. Pourquoi ? Parce que c'était la propriété entière de la communauté de cette chefferie-là. Sa chefferie était centrée autour d'un marais de chefferie, et le chef réglait il était censé être le divin sur terre, il réglait toute la circulation de la fertilité, de l'abondance par rapport du sommet de la montagne jusqu'au-delà du récif. Cet océan Te-Moana, c'est un milieu qui est également tabou. Vous savez qu'il était autrefois interdit aux femmes parce que c'est un endroit où il faut être préparé comme un guerrier. Ça ne veut pas dire que les femmes ne voyageaient pas, mais simplement, quand on va à la pêche au large, partout dans le Pacifique, la pêche à la bonite, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas amener une femme parce que les bonites sont censées s'en aller. Voilà. Ça, c'est pas que en Polynésie, c'est partout. Ce Moana est vu en termes de profondeur, alors quand on parle de Miti, c'est vraiment vu en termes de surface ou d'étendue d'eau salée. Ces profondeurs marines sont assimilées au milieu matriciel féminin et le milieu du large fait l'objet de tabous très stricts. On ne va pas comme ça affronter le monde du large. Et il y a une mythologie océanienne, vous avez sûrement lu énormément de choses sur la mer, dans les mythes, je parle des mythes et pas des légendes, la mythologie qui a une fonction particulière, qui est une fonction sacrée d'explication du monde, ce n'est pas des légendes polynésiennes, c'est des mythes, et ces mythes-là sont extrêmement riches, extrêmement complexes, en sachant qu'il y a, on va le voir tout à l'heure, pour chaque espèce de la création, vous avez une histoire pour justifier cette espèce-là. Également, l'océan est peuplé d'espèces marines et notamment de divinités qui vont garantir l'abondance des poissons. De l'autre côté, vous avez la terre, cette terre qui est pour les Polynésiens un peu accidentelle, si on peut dire. Pourquoi ? Parce que les gens sont des migrants. Ils sont partis d'Asie du Sud-Est et puis après de coloniser, les Austronésiens sont arrivés jusqu'à Tonga Samoa. Et là, à Tonga Samoa, se forme le berceau des Polynésiens, donc cette nouvelle civilisation, à peu près 300 avant Jésus-Christ, même 500 avant Jésus-Christ. Puis là, va s'individualiser vraiment les Polynésiens. Et du coup, les gens vont commencer à remigrer à partir de là, peupler tout le triangle polynésien et aller jusqu'en Amérique du Sud chercher la patate douce. Et du coup, cette terre qui était au début accidentelle pour les migrants, va devenir des lieux d'ancrage territoriaux. Et du coup, ce concept de Whenua, donc ce concept de la terre, devient quelque chose d'entièrement sacré et renvoie toujours au couple primordial, le ciel papa et la terre-mère papa et le ciel rangi, Rai. Cette matrice terre est très importante, c'est le lieu de germination des plantes, mais c'est aussi, dans les mythes, le lieu de gestation des humains. C'est pour cela qu'on va, d'ailleurs que cette coutume dure encore aujourd'hui,
de mise en terre du placenta pour que justement les gens soient ancrés dans leur territoire, puisque le placenta étant une substance impure, dangereuse, va être caché, je ne dis pas enterré, caché ou planté pour justement s'ancrer dans son territoire. Et aujourd'hui, il y a des problématiques par rapport à ça, puisque normalement, on meurt là où on a planté son pitot, et aujourd'hui, avec la modernité, énormément de gens quittent leur île et meurent à l'hôpital à Papeete, enfin à Pirée, et du coup, ça pose des problèmes. Voilà. Bon, pour le placenta, c'est plus facile, parce que les femmes qui accouchent amènent leur placenta congelé dans leur île, donc ça c'est facile à conserver, mais par contre, pour mourir sur son fénois, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Voilà. Donc cette terre est très importante, avec cette symbolique du pitot. Le pitot, c'est non seulement le nombril, mais c'est aussi la fin d'une terre. En fait, c'est lié donc à l'attachement viscéral à la terre. En ce qui concerne le végétal, il faudrait carrément faire une présentation à part, tellement c'est complexe. Les mythes cosmogoniques donc, vont toujours dépeindre l'omniprésence du végétal. Vous avez d'abord la terre, Te Papa, donc qui est une terre mère, une base, un fondement, et surtout l'infrastructure des espèces. Et également, il y a ce souci dans la cosmogonie de tenir le ciel et la terre écartés, parce que s'ils se ratatinent, eh bien, c'est la fin de la lumière et la fin de la vie. Les étapes de la formation du monde, eh bien, elles vont suivre le processus de germination des plantes. Donc, il y a d'abord les germes, après il y a les racines, la croissance, la poussée verticale vers la lumière, comme le corail, exactement pareil que le corail, donc dans les représentations. Et donc l'expansion et la luxuriance de la végétation a des concepts propres, comme taureau par exemple. Et après, il y a cette histoire d'abondance à Uhune, et puis les histoires de troncs, donc de tumu, les branches, les feuilles, qui donnent des saisons particulières, donc une saisonnalité. Et après, le but de ce végétal, c'est de fructifier, de donner des fruits, comme la femme va donner des enfants. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui vaut, pour les urbanistes, il faudrait obligatoirement avoir ce schéma à l'esprit pour éviter de faire des bêtises. Autrefois, les chefferies des îles hautes sont organisées de la façon suivante. Vous avez le sommet des montagnes et le fond des vallées qui n'étaient jamais habités. Pourquoi? Parce que c'est très sombre. Et du coup, ce Vao Tapu, qui était interdit, était le lieu où on récoltait les plantes médicinales notamment, et où on allait couper les grands arbres pour tailler les pirogues. Vous connaissez peut-être le mythe de Rata, où justement, ce pauvre Rata, il essaie de couper l'arbre pour sa pirogue, mais il se retourne, l'arbre, il repousse. Ce qui veut dire que l'arbre, le végétal est quelque chose de tabou, on ne fait pas n'importe quoi avec les arbres, et on ne les coupe pas, on n'a pas le droit, ce sont des êtres vivants comme tout le monde. Donc ça, c'est intéressant, parce que dans la mythologie, tout est écrit, on n'a rien inventé. Voilà. De la montagne à la mer, vous avez la vallée qui est très importante, ce système vallée, de la rivière donc, qui est le fil conducteur, et donc autrefois les gens n'étaient pas comme aujourd'hui, ils n'habitaient jamais évidemment dans le lit des rivières ou à côté, il n'y avait pas d'accident de ce côté-là. Les chefferies étaient installées sur les pointes. Donc, toutes les pointes donc, sont normalement, vous avez la pointe de Papetoy ou Urufara juste à côté où il y avait Pomaré, eh bien c'est des grandes terres de chefferie qui sont normalement pas négociables, c'est des terres sacrées et on n'a pas le droit de les acheter normalement. Bon, ça a bien changé. Le lagon également, donc avec la passe et l'océan, donc tous ces systèmes-là sont en continuité et on ne peut pas les séparer. Ça veut dire qu'au niveau de la gestion ancestrale, la gestion socio-religieuse des espaces ou des espèces, eh bien, il y avait des tabous, des interdits qui étaient permanents. Il y avait des espaces sacrés comme des espèces interdites. On n'avait pas le droit de les consommer. Par exemple, la tortue marine. Vous avez, ou la carangue sacrée, par exemple. Là, c'était un motif de quick. Après, vous avez des tapous qui sont temporaires, c'est ce qu'on appelait le rahui, donc ce concept qui est bien sûr aujourd'hui remis au goût du jour, justement parce qu'il est intelligible pour tout le monde.
Et ce Rahui donc, était une restriction temporaire sacrée dans un espace délimité avec une marque visible et sur une ressource spécifique. Donc, autrefois, évidemment, ce Rahui n'avait pas pour but de protéger les espèces, mais simplement, il était destiné à les accumuler pour mieux les consommer dans un festin communautaire à la fin, à la levée du tapu. Si vous transgressiez autrefois le tapu, eh bien, vous en mourriez. Soit parce que c'était remarqué et bon là on vous dénonçait et c'était parti, soit vous aviez tellement peur d'avoir transgressé un tapu que vous contractez une maladie surnaturelle, Maitapiri. La problématique actuelle du Rahui, donc justement le CRIOB travaille beaucoup, les gens du CRIOB travaillent beaucoup sur cet outil-là, qui est un outil de gestion extrêmement important. Eh bien, la problématique actuelle, eh bien, c'est simplement que le but même du Rahui a disparu, puisque les tapous se sont effondrés. Du coup, les gens, même s'ils font des bêtises, ça peut passer éventuellement. Il y a les gendarmes, d'accord, où il faudrait quelqu'un, un gardien derrière chaque personne. Mais en tout cas, parfois quand même, pour les Polynésiens, cette histoire de tapu reste encore, en sachant que si on commet une faute, on va en payer les conséquences. Soit on va contracter une maladie, soit son enfant va avoir des problèmes, etc. Voilà. C'est encore des choses qui circulent aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant quand même pour le respect de ces tapous-là. Donc vous avez l'effacement du fondement religieux du Rahui, bien sûr, et surtout la variabilité de la gestion communautaire, c'est-à-dire que les Rahui sont beaucoup plus applicables dans des zones communautaires et également donc, dans les zones très urbanisées, c'est extrêmement difficile avec des multi-acteurs, où là ça devient un peu le pari impossible à relever. Et surtout, aujourd'hui, pour aller un peu partout en Polynésie, ce qui perturbe les gens, les Polynésiens je parle, ce sont les confusions entre les différents plans de gestion. D'un côté c'est un Rahui, après c'est le PGM, après c'est la mairie, après, les gens sont perdus et justement aujourd'hui il faut expliquer tout à fait clairement ces choses-là et faire participer bien sûr tout le monde. Bon voilà, ça c'était simplement pour reparler de cette gestion socio-religieuse qui a plus ou moins disparu quand même, mais le concept reste en lui-même et du coup il est encore un petit peu respecté quand même. Et souvent les gens se dénoncent entre eux quand ils chopent quelqu'un dans le Rahui, dans la zone. On est obligé également de parler de toponymie, c'est-à-dire que la science des noms de lieux est ici, en Polynésie, extrêmement riche, bon, un peu partout dans le monde, mais ici, c'est très intéressant de travailler sur la toponymie parce qu'il n'y a pas un mètre carré depuis la montagne jusqu'à la mer qui n'est pas nommé. Tout porte un nom, et vous avez par exemple ici un extrait des Tomités, ces fameux enregistrements des terres à partir de 1853. Là, c'est sur la zone de Paia. Et vous avez le nom d'une terre, par exemple, et vous avez ses limites. Et ça donc, constitue un véritable puzzle du sommet de la montagne jusqu'à la mer. Donc, dans toutes les vallées qui sont aujourd'hui inhabitées, vous avez des noms partout, partout, partout. Et dans ces noms, eh bien, ils sont très précieux parce que vous avez des indices historiques. Même si les paysages aujourd'hui sont déserts, eh bien, nous, on peut arriver à lire un peu l'invisible en étudiant ces toponymes-là, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a le nom des vallées, bien sûr, des rivières, en sachant qu'une rivière elle a porté plusieurs noms en fonction des territoires qu'elle traverse. C'est pour ça que c'est un casse-tête de retrouver les noms des rivières. Les taraudières également, les zones d'usage, les vallées à Fei, à Ourou, les plantations, les grottes également, les grottes où les gens se cachaient en temps de guerre, ou mettaient des divinités, ou alors les grottes funéraires également. Ici, à gauche, là, sur le mont Rotui, c'est farci de grottes funéraires et pour cause, puisque c'est une montagne sacrée. C'est un lieu d'ailleurs de transit des âmes, hein, donc c'est très important ce montagne-là. Les fortifications, les refuges, les pierres remarquables, enfin tout. Si vous travaillez sur les noms de lieux, vous avez vraiment une cartographie, si vous voulez, des temps anciens. Et là, on est en train de travailler dessus justement pour protéger, notamment le programme commence à Punaouia ici, à Tahiti, pour donc
protéger des espaces qui sont complètement sacrés et éventuellement qu'on détruirait. Également, la toponymie marine est très riche, hein, donc ces portions de lagons et des mers étaient revendiquées. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a un nom, c'est approprié par une communauté, par un groupe. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi également sur les lagons. Autrefois, il y avait des zones, des récifs qui étaient frappés de tapous également, ou de rahoui. On ne pouvait pas pêcher n'importe quelles espèces. Et également, vous avez des trous à thon, vous avez les noms des récifs, vous avez le nom des passes, vous avez parfois le nom des vagues, comme celle de Teahupo. Personne ne connaît le nom de la vague de Teahupo, alors que c'est mondialement connu, mais personne ne connaît le nom. Vous connaissez le nom? Donc la vague mythique de Teahupo, c'est Pererure. Mais bon, là, on est en train de mettre une signalétique pour les JO, donc voilà. En tout cas, pour dire que tout est nommé, ça c'est extrêmement important, parce que c'est nommé, donc c'est tabou, on n'a pas le droit de se l'approprier comme ça. Et ça pose bien sûr des problèmes lors des ventes, etc., des processus d'urbanisation qui sont de plus en plus intensifs aujourd'hui. Et surtout, on va couper tous les arbres, on va tout bétonner, c'est mieux. Hein. Les représentations de l'eau également sont importantes, puisque vous avez trois types de sources d'eau, si vous voulez. Vous avez un réservoir céleste, puisqu'il y a toujours les niveaux ontologiques qui correspondent. Vous avez ce que vous avez déjà entendu parler de Tevai Ora, donc cette eau des dieux, cette eau céleste, qui est le réservoir de pluie imaginaire, qui est gardé d'ailleurs par un requin sacré. Et cette eau va se déverser donc sous forme de pluie sur la terre, sur tes papas, et la fertiliser. C'est l'eau de la vie, Tevai Ora, c'est l'eau, donc une entité vivante qui est héritée des dieux. C'est pour ça qu'au Tuamotu, par exemple, jusqu'à présent, l'eau était un don des dieux ou de Dieu, mais maintenant on fait payer l'eau, hein, donc ça devient compliqué. Hein. On ne paie pas ce qui est un don des dieux, qui est un commun. Hein. Le sang des chefs également est assimilé aux eaux célestes, hein, donc c'est important parce que c'est dans le ciel. Après, vous avez l'eau terrestre des hommes qui sont très importantes, ces puits, ces sources, cette pluie. Toutes ces rivières, les points d'eau sont nommés également. Chaque rivière a un nom, chaque source a un nom. Sauf qu'aujourd'hui, c'est parfois oublié. Hein. Et également, ces eaux primordiales souterraines sont vitales puisque c'est les eaux des origines de la Terre et donc qui vont de temps en temps émerger à la surface. L'eau est sacrée. Cette eau, chez les Maoris, ils ont classé les rivières entités juridiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites du mal à la rivière, eh bien vous allez au tribunal et peut-être en prison, vous payez une amende. Hein. Là, on est un peu en retard là-dessus parce que les rivières aujourd'hui servent souvent de dépotoir ou malheureusement de théâtre d'accidents redoutables. Donc là, on a parlé beaucoup des îles hautes, évidemment, avec toute cette végétation, etc. Mais vous avez aussi ce monde des atolls, donc ce monde des atolls qui, lui aussi, est un milieu à part, puisque vous n'avez pas d'échappatoire quand vous êtes sur un atoll. Si vous êtes attaqué par des guerriers en pirogue qui arrivent, eh bien, vous n'avez pas des montagnes ou des vallées à aller vous cacher, et vous n'avez pas de grottes, à part les atolls surélevés. Hein. Donc déjà, c'est un monde particulier. Il n'y a pas de montagne. Ça c'est une évidence, il n'y a pas de source, il y a l'eau du sol évidemment, mais par contre ces atolls, donc, notamment au Tuamotu, sont extrêmement étendus, c'est un territoire très difficile à appréhender et les Tuamotu ont toujours été le théâtre du développement de la Polynésie, au grand désespoir d'ailleurs des Pomotu qui disent oui on dit la perle de Tahiti mais c'est la perle des Tuamotu par exemple, hein, mais il y a tout un tas d'exemples comme ça, y compris la bombe malheureusement. Voilà. Du coup, ces atolls de Tuamotu sont la richesse de Tahiti, mais par contre, ça profite beaucoup aux gens de Tahiti. Un atoll, donc, c'est facile, c'est beaucoup plus facile pour les ressources. Hein, donc, vous avez le côté océanique, donc avec autour de l'atoll ces zones de pêche. Vous avez les ressources du récif, donc les ressources du lagon. Donc, suivant les atolls, il y a des richesses particulières.
s'il y a des passes, s'il n'y a pas de passes. Ici, vous avez ce magnifique atoll de Pinaki, qui est à côté de Nukutavake, qui est un atoll où, soi-disant, il y aurait eu des trésors. Bon, mais, donc, il est plein de trous parce que tout le monde a été chercher les trésors. Mais il n'y a pas de trésors et il y a beaucoup, par contre, de bénitiers et surtout de monticules de bénitiers qui témoignent de siècles et de siècles d'utilisation des ressources du bénitier pour manger. Parce que chaque fois qu'on va manger un bénitier, on ne va jamais laisser la coquille n'importe où, on va toujours l'entasser à un endroit particulier, ce qui a donné des monticules entiers, les mapicots, ces monticules de bénitiers, de coquilles. Bon, on pourrait en parler jusqu'à demain, des tomutu également, mais reparlons donc maintenant de l'animalité, des animaux, justement pour montrer que les nomenclatures polynésiennes, les classements des espèces sont extrêmement précis, et par exemple, quand on parle de IA ou Ika, eh bien là aussi, il y a toujours des confusions. On traduit IA par poisson, mais ce n'est pas que des poissons. C'est tous les êtres qui ont des nageoires et qui se déplacent en nageant. C'est pour ça que les baleines sont des poissons, les tortues sont des poissons, etc. C'est des IA, c'est classé comme créatures marines qui vont se déplacer en nageant, avec des nageoires. Donc vous voyez que déjà le discours scientifique européen est en décalage avec la pensée polynésienne d'autrefois. Et tout ce qui n'a pas de nageoire, eh bien, c'est classé comme fingota. Alors ce mot fingota est resté au Tonga, mais il a un peu disparu ici. Je pense que c'est surtout dans le terme ota, manger cru. Hein. Ce sont des créatures marines en général invertébrées, donc tout un tas les crustacés, les mollusques, etc., les serpents marins, les pieuvres, tout ce que vous voulez, jusqu'aux algues ou aux vers marins. Et donc la collecte est généralement, pas toutes les espèces, mais généralement faite par les femmes et les enfants. Alors que les espèces Ika ou IA eh bien, sont pêchées par les hommes uniquement. Parce qu'en général, c'est de la macrofaune et il faut être préparé comme un guerrier pour aller à la pêche au large. Également, les interactions donc, entre les Polynésiens et les animaux sont de diverses sortes. Alors ça, on étudie ça aujourd'hui dans les projets de recherche, notamment avec le CRIOB, etc. Ces interactions entre les espèces et les hommes. Du coup, il y a tout un tas de relations que l'on peut étudier, notamment pour l'homme. Donc, eh bien, l'animal, prenons l'exemple d'un requin, peut être prédaté. Donc, du coup, l'homme va chasser ce requin, va le tuer pour le manger, ou pour avoir les parties de son corps, notamment, vous doutez bien, pour les requins, ce sont les dents qui étaient utilisées autrefois, et la peau, et également le foie pour faire de l'huile. Oui, il peut y avoir simplement avec l'animal des relations de commensalité, ou alors des relations que l'on va voir après, les relations totémiques, et des rapports d'homologie. C'est-à-dire que l'homme va s'identifier parfois à un certain animal. Par exemple, les gens de Hana, les guerriers de Hana s'identifiaient au requin palata, au requin océanique, en se battant avec des peaux de requin, etc. au combat. Voilà. Donc ça, on est dans ces rapports d'homologie, on va épouser les qualités d'un animal, c'est-à-dire sa férocité et sa capacité létale pour les requins, par exemple. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner le zoomorphisme. Donc on va prêter à l'humain des qualités zoologiques. Et à l'inverse, donc l'animal sera pour l'homme soit l'incarnation d'une divinité, donc le Dieu va rentrer dans cet animal-là, soit l'incarnation d'un esprit, soit carrément l'incarnation d'un ancêtre messager. C'est ce qu'on va voir. Donc vous voyez que les interrelations humains-non humains sont très importantes et on peut les étudier de façon très précise aujourd'hui, en sachant que pour chaque espèce du vivant, il y a toujours plusieurs composantes. Il y a la forme donc, corporelle qui est visible, qui va différencier, par exemple, un homme d'un requin. Si vous êtes un homme, c'est parce que vous avez l'apparence d'un homme. Vous avez la forme d'un homme. Si vous avez la forme d'un requin, vous êtes un requin. Vous comprenez? Mais par contre, vous pouvez avoir la même intériorité, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme ou du requin, il est interchangeable. Yeah. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit ou l'âme, le valois, eh bien, va être interchangeable et donc du coup peut passer dans l'esprit d'un requin. C'est toute la mythologie polynésienne. Sans arrêt, les mythes vont décrire un homme qui se transforme en animal,
ou qui devient un animal, ou alors il y a demi-hommes animal, des demi-hommes, demi-requins, par exemple, comme à Porabora, ou alors vous avez des hommes qui vont se changer en pierre et être pétrifiés. Par exemple, ici, dans la montagne, là, vous avez des hommes qui sont changés en certains reliefs donc de Opunuhu. Donc vous avez l'enveloppe corporelle, vous avez l'intériorité, et vous avez deux types qui vont animer le vivant, deux types d'énergie. Vous avez l'énergie vitale, qu'on appelle le Maori, ou le Maori Ora, qui est toujours confondu avec le mana. Aujourd'hui, c'est le mana à toutes les sauces, hein, tant qu'à faire, c'est comme Fenua, machin. Hein, aujourd'hui, le mana, oui, je sens des choses. Non, mais ça, c'est pas du tout du mana. Hein. Le Maori Ora, c'est vraiment l'énergie vitale qui va animer l'arbre qui pousse, qui va animer le pot de fleurs là-bas, la plante là-bas, etc. Le jour où le Maori Ora diminue, eh bien la plante va commencer à crever. Ou le corail, pareil, dès qu'il blanchit. Puis après, quand il n'y a plus de Maori Ora, le corail, il meurt. D'accord? C'est une énergie vitale qui anime toute espèce du vivant. Et en regard de ça, à côté, vous avez un principe vital que l'on appelle le Iho, qui lui va perdurer après la mort, notamment chez les hommes. C'est pour ça qu'on garde les reliques des morts, c'est-à-dire les cheveux, les ongles et les dents, qui sont la trace du Iho, donc de votre principe vital, qui va traverser les générations. Et là, si vous êtes courageux ce soir, bon, il fait nuit, vous allez sur la falaise, là, vous avez des grottes funéraires, et vous avez des coffrets à reliques des ancêtres qui contiennent le Iho de tous les ancêtres qui étaient là dans ce vallée. Évidemment, des gens très puissants pour les monter là-haut. Hein. D'accord? Donc ça, c'est le Iho, c'est-à-dire ce principe vital transgénérationnel. C'est pour ça qu'effectivement, lors du Covid, les gens ont pensé faire des crématoriums. Et bon, en regard de cette théorie-là, ce n'est pas possible de brûler les gens puisque vous faites disparaître toute trace de la génération. Alors, pour finir, donc, on va parler de ce principe de symbole totémique, puisque c'est évidemment ce qu'on met en avant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui survit encore dans une religion chrétienne. Les Polynésiens qui sont chrétiens ont quand même cette croyance donc, dans leur symbole totémique, dans leur ancêtre totémique, donc le totem. Alors le totem, ce n'est pas un terme adapté ici, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur le totémisme. Mais en tout cas, ici, à Tahiti et dans la zone du Mihiroa, au Tuamotu, on parle de Taura. Alors c'est Taura alon, hein. Ou alors de Tuputupua, parfois, donc ça c'est au Tuamotu. On parle de Paeoeo aux Marquises, de Koromatua également, donc ça c'est au Tuamotu. Et à Hawaï, ils connaissaient bien leur Aumakua, puisque souvent les Aumakua sont même révérés, on leur donne à manger ou à boire. Et chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, on parle de Tipua. Setaura, donc selon l'Académie tahitienne, c'est un totem, un dieu tutélaire. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du chien Pihoro, donc, qui est un protecteur familial de tout un clan à Tahiti, qui est donc le clan Oropa, donc de Punauia, qui après a eu des alliances avec les Teva, enfin c'est compliqué, bon bref. Ce chien-là, on le retrouve partout à Tahiti maintenant. Et ces symboles donc, sont attachés à des personnes, des groupes sociaux, ou parfois que des régions géographiques. Des fois, il y a une île qui a un seul totem. Par contre, ces symboles, ici en Polynésie, sont exclusivement des espèces animales. En Mélanésie ou à Tikopia, qui est quand même une enclave polynésienne en Mélanésie, à Tikopia, eh bien, vous avez beaucoup de plantes également qui sont membres d'un clan, qui sont protectrices d'un clan. Le problème des plantes ne sont pas très réactives dès qu'il y a un problème. Hein, donc c'est pour ça qu'ici, on aime bien l'action. Hein, donc du coup, c'est effectivement que des animaux, souvent qui sont pris pour totem, mais il y a d'autres également manifestations des esprits, notamment une certaine forme de nuage, où on va voir des cris, etc. Hein, voilà. En tout cas, c'est un animal symbole auquel on est lié, il y a toujours un rapport de parenté. C'est un animal individuel qui va porter un nom particulier du clan, hein, et non pas de l'espèce entière. C'est pour ça que si vous avez votre requin, comment il s'appelle le requin, je suis fatigué,
Abora, yeah. Tamawi, par exemple, ce requin Tamawi, eh bien, c'est le nom d'un requin, mais ce n'est pas le nom de l'espèce du requin, vous comprenez? Si c'est un requin tigre, eh bien, ce n'est pas toute l'espèce des tigres, c'est le requin familial. Et les gens de la famille, les descendants, le reconnaissent comme le requin. Et il va se manifester en tant que tel. L'animal est individuel, il va porter un nom, c'est pour ça qu'on lui donne le nom de Tamawi. Hein. Et également, on n'a pas le droit de le manger. Parce que si vous mangez votre ancêtre, c'est pas bon. Hein. D'accord? Du coup, on lui attribue une crainte respectueuse et du coup, on lui fait des offrandes. Alors, les offrandes, il y en a quelques-unes parfois au Tuamotu, dans les îles éloignées. Par contre, à Hawaï, eh bien, les gens nourrissent leurs requins régulièrement. Hein. Et il ne manque pas une journée. Hein. Alors aujourd'hui, ce terme de Taura a un petit peu dérivé dans la langue, puisque évidemment la langue évolue, elle se modernise, et surtout les concepts anciens disparaissent. Du coup, on parle plutôt de Tapao. C'est-à-dire que le Tapao, c'est quoi? C'est un signe, une manifestation, la présence de quelque chose, donc va être un signe indéniable, donc c'est qu'une fonction du Taura. Mais aujourd'hui, c'est réducteur, on parle des Taura ou surtout de Tapao. Pour faire bref, eh bien, voilà un petit peu le schéma de comment ça se passe, le Taura. Le Taura, c'est quoi? Eh bien, c'est une composante de plusieurs choses. Vous avez l'esprit ancestral qui va rentrer dans un animal individuel. Donc, l'animal va servir de vaka, de véhicule. Et donc, ce processus-là, cette possession temporaire, ça s'appelle Fa'atino. Donc, c'est une incorporation. Et puis ce Taura va donc se manifester parmi les hommes, dans la lumière, et soit il va avoir un effet protecteur, il va vous avertir d'un danger, ou il va vous protéger, vous êtes en train de vous noyer, il va vous prendre sur son dos, ou alors il a un effet destructeur, c'est-à-dire qu'il peut aller tout à fait détruire vos ennemis, ça c'est bien aussi. Hein. C'est souvent utilisé dans les affaires de terre. Hein. Bon. Au Tuamotu, les gens se battent à coups de Taura, enfin de Tuputupua. Les tapao également sont des signes annonciateurs, donc lors d'un rêve où on entend un cri de grillon ou un cri d'oiseau. Donc c'est un ancêtre messager, mais qui est parfois pris également comme emblème. Donc l'esprit ancestral, le Horomatua, va investir l'animal, donc et devient un individu spécifique qui a un nom, et donc qui est la forme incarnée d'un ancêtre, donc qu'on appelle le Taura. Vous voyez ici un pêcheur hawaïen, donc nourrir son requin tigre, son requin donc, familial. Alors plutôt que de parler pendant des heures, eh bien, il suffit de regarder cette image que j'adore pour vraiment montrer. Là, par contre, on peut parler de mana. Hein, donc du coup, ça c'est du mana, c'est-à-dire que cet enfant qui va jeter son filet, il est guidé par le mana de son ancêtre qui est derrière lui. Et le mana, c'est quelque chose qui rend une action efficace, mais une efficacité qui est due aux ancêtres ou aux dieux. Hein. Là, ça résume tout. Hein, vous avez vraiment ce geste de l'enfant qui va être assisté, guidé par son ancêtre. D'accord? Et là, on est complètement dans ces relations avec le visible et l'invisible. Hein. Les guerriers, quand ils vont à la guerre, ils vont se battre, mais ils sont avec leurs ancêtres également comme ça. Et aujourd'hui encore, chez les Maoris, les All Blacks, quand ils vont faire un match de rugby, ils sont censés avoir leurs ancêtres à côté invisibles, et c'est pour ça qu'ils font leur haka, etc. Hein. D'accord? Donc tout ça, c'est des choses logiques donc, qui perdurent encore aujourd'hui. Ces taura, on les retrouve aussi sur les tatouages. Le tatouage a beaucoup de fonctions, notamment de rites de passage, mais aussi d'avoir une armure symbolique, si vous voulez, si je puis dire. Quand vous allez vous battre à la guerre, ce sont vos ancêtres qui sont avec vous pour se battre. On les retrouve également dans les plus vieilles gravures qu'on ait sur les roches polynésiennes. Donc, vous avez un rocher, là, c'est aux Marquises. Il y en a un à Fatuiva, l'autre à gauche, c'est à Hivawa. Et vous avez, ne vous énervez pas pour Bora Bora, vous avez effectivement Ofaihonu, hein, donc ce rocher qui est extrêmement vieux, qui serait le symbole de Vavao, donc Filiamata ou Vavao, qui est un des ancêtres les plus anciens de l'île.
Et du coup, c'est une pierre très importante qui est gravée de tortue, la tortue étant vraiment le symbole de la fertilité et surtout de l'enfantement. On ne dit jamais ça. La tortue est le seul animal marin qui va pondre à terre. Donc du coup, dans la symbolique, c'est très fort, cette idée de l'enfantement. On parle à Bora Bora de Nau Nau, ou de Nau, donc c'est de Fanau, c'est-à-dire c'est vraiment le lieu de l'enfantement, cette pierre-là. J'ai mis cette photo pour vous montrer, alors ça c'est au Samoa, pour vous montrer que autrefois, mais encore aujourd'hui, c'est l'importance de la communauté, des familles étendues. Si ça disparaît, puisqu'aujourd'hui il y a ce regroupement dans les villes, donc le fait d'une vie citadine, eh bien la structure même de la famille polynésienne disparaît. Ce sont des familles nucléaires, enfin, comme on appelle en sociologie, sans jeu de mots, malheureusement. Donc ces familles nucléaires, c'est le papa, la maman et l'enfant, ou les enfants, uniquement, éventuellement le chien et le chat. Mais dans une famille polynésienne, vous l'avez là autrefois, c'est une famille communautaire, vous avez 4 générations qui sont sous le même toit, avec les cousins croisés, etc. Ça, c'est un hati, donc un groupement de parenté, comme il y a encore beaucoup en Calédonie, un peu partout. Et aujourd'hui, si ça disparaît, eh bien, c'est pas bon signe. Jusqu'à quelle heure? Ça va? Hein? 2 minutes? Yeah. Alors, juste pour dire que cet aura, donc là, on va parler de manifestations visibles de l'invisible, eh bien, ils vont se manifester soit, donc on va les voir, donc par la vue, ça peut être un nuage, donc, ou un animal qui va se manifester. Comment on va reconnaître si c'est son aura? Parce que les gens vont le sentir, mais c'est pas, là, c'est pas, voilà, c'est pas le mana. Hein. Ils vont sentir ce aura, mais aussi, il va avoir un comportement anormal. Si le requin a un comportement normal, ah ben c'est un requin. Par contre, s'il a un comportement qui n'est pas normal, là, on se pose la question, est-ce que c'est un dieu ou est-ce que c'est son taura? Le taura peut se manifester aussi par des sons. Ça peut être le chant d'un grillon qui va annoncer un mort, les cris d'oiseaux, notamment, ou du lézard. Hein. L'aboiement d'un chien également sont des présages. Après, vous avez des tauras qui peuvent se manifester uniquement par des odeurs. La langue polynésienne est extrêmement chargée de tous ces sens-là, notamment les odeurs. Il y a énormément de mots pour les odeurs, très importants. Donc ça peut être une mauvaise odeur, donc qui va annoncer la mort ou une maladie, ou alors au contraire une effluve de fleurs, une senteur absolument agréable qui va annoncer d'autres choses. Hein. Ces odeurs-là sont très importantes. Et également, vous avez tout un tas de sensations corporelles, du froid, des frissons, taratara, donc une sensation d'étranglement également sur les marae, et des problèmes de souffle. Vous allez percevoir des souffles ou des ululements de vent qui sont tout à fait anormaux. Également, il se manifeste en rêve. Beaucoup de gens disent « j'ai fait un songe cette nuit, j'ai rêvé de l'accident de demain hein, », voilà. Et puis la vision également. Donc, et surtout, vous avez aussi parfois des possessions temporaires, des gens qui sont possédés dans leur sommeil par soi-disant leur ancêtre ou un valoaino, quelque chose qui va rentrer par la bouche. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir la bouche ouverte. Et après, donc, du coup, il va investir le corps et manger le iho, donc ce principe vital, pour affaiblir la personne. Du coup, bon, on n'a pas trop le temps, mais vous avez tout un tas de taura, vous avez les créatures ailées, les manous, vous avez les insectes, manu, donc avec des grillons. Les papillons sont très importants aussi comme signes. Le plus puissant ancêtre totémique à Anna, c'est le purehua. Donc, chaque fois que vous voyez ça, eh bien, c'est un signe particulier, c'est un ancêtre qui revient. Vous avez les animaux terrestres, donc le chien, le cochon, le lézard, le véri, très important. Le véri, c'est la marque de Hiro à Bora Bora, hein, donc c'est le symbole. Il est né avec la marque du véri derrière dans son dos. Vous avez le kaveu aussi, qui est le crabe de cocotier, qui est extrêmement un esprit très puissant. Et vous avez bien sûr tous les animaux marins qui sont les chefs de file des taura, le requin en premier, la tortue, la baleine, le dauphin, la raie, la murène, et puis bien sûr les anguilles,
les anguilles, si j'arrive, les murènes aussi, mais les anguilles, oui, d'accord, voilà. Importantes parce que les anguilles, on ne les voit pas dans la mer, dans l'océan. Par contre, dans les rivières, elles sont vues. Et c'est des animaux qui sont également sacrés et qui sont d'autant de présages suivant les familles. Par exemple, en ce moment, je travaille à Punavuia, à Otomaoro, donc à la pointe là-bas, Tata'a. Eh bien, vous avez une famille, tout un clan qui avait une tuna, qui était une anguille à 3 têtes, avec les 3 chefferies. Donc, c'est vraiment des symboles très forts. Voilà. J'oublie surtout le Taura par excellence qui est juste à côté. Vous le connaissez. Je ne vais pas me déguiser en 8 tentacules, mais vous avez la tête de la pieuvre qu'on appelle le pou qui est derrière, qui est cachée dans le rotui parce qu'elle a été fiou des hommes, des conflits des hommes. Donc du coup, elle s'est retirée à l'intérieur du mont Rotui. Et puis donc les tentacules de la pieuvre de Moorea sont les 8 chaînes de montagne. Voilà. Je finis sur ça et je vous remercie.